Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, j'espère que cet épisode vous trouve en forme, sûrement dans le tourbillon de la fin d'année scolaire, l'approche des vacances et sûrement aussi dans une grande joie face à la vie qui reprend un visage un peu plus normal. C'est le 50e épisode des équilibristes et j'avais envie de marquer le coup en le mentionnant et en vous remerciant. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir dans cet espace où on parle de tous ces ingrédients qui rendent la vie riche. Parentalité, carrière, amitié, vie sociale, temps pour soi. Mon envie, depuis le début des équilibristes, c'est d'écouter des histoires, convaincue que les histoires des autres ont un pouvoir fou. Celui de nous inspirer et de nous rendre créatifs dans notre propre vie. Ce sont les différents regards, angles, approches qui nous permettent de créer notre propre recette d'une vie riche, épanouissante pour soi. C'est donc un grand plaisir pour moi d'accueillir Mariana Zeib à mon micro aujourd'hui. Mariana est polonaise, arrivée à Paris à l'âge de 21 ans et jamais repartie. La première fois que nous avons échangé, j'ai été frappée par sa sagesse, son recul, le genre de recul qu'on acquiert quand on vit des situations qui confrontent les modèles avec lesquels on a grandi. Après un début de carrière dans le monde de l'art, du luxe, qui l'attirait tant, Mariana a lancé il y a 4 ans Face to Face. Au départ, des événements pour mettre en lien des jeunes créatrices de talent avec un public, leur donner de la visibilité et leur permettre de se rencontrer en vrai, de créer un lien plus humain. Et puis Face to Face a évolué pour être aujourd'hui un réseau et une sorte d'incubateur pour les jeunes marques de 1 à 3 ans d'existence. Mariana a beaucoup partagé son regard et ses observations sur les freins des entrepreneurs qu'elle accompagne, sur les hiérarchies et la soumission qui sont si ancrées dans le rapport au travail en France. Nous avons parlé de sa manière de trouver sa voie, en particulier dans sa maternité, en allant chercher ce qui lui convenait vraiment dans les modèles polonais et français. Nous avons parlé d'espace pour rester créatif, d'organisation, de rapport au temps quand on entreprend et qu'on devient mère. Elle m'a partagé une citation pépite de Sherlock Holmes qui m'est restée gravée dans l'esprit et que je ne vous dévoilerai pas pour vous en laisser la surprise. Ceci est un épisode sur la validation intérieure. Je vous laisse maintenant le savourer. Bonjour Mariana. Bonjour Sandra, enchantée. Enchantée, bienvenue. Je suis très contente de t'accueillir dans les équilibristes. Je vais te laisser démarrer tout de suite, Mariana. J'aimerais que tu nous parles de ton enfance, parce que tu es polonaise d'origine. Tu as vécu en Pologne jusqu'à tes 21 ans, il me semble. Et j'avais envie de démarrer là, par ça, par ton enfance, enfin ton enfance, un peu plus que ton enfance même, jusqu'à ton début de vie d'adulte, et surtout de l'environnement familial dans lequel tu as grandi. Super, déjà je suis très touchée par ton invitation parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et je pense qu'on a exactement les mêmes valeurs, donc c'est toujours très sympa d'être connecté. Écoute, effectivement, je suis une Polonaise, une vraie, ça veut dire que vraiment j'ai vécu jusqu'à mon âge presque adulte en Pologne. J'étais née dans une famille j'étais la troisième fille, donc on était 4 femmes à la maison. Ma mère, elle avait 2 sœurs, donc c'était aussi un cercle. J'étais entourée par les femmes, en fait, déjà. Et je pense que cette énergie féminine, cette générosité, cette attention qu'on portait l'une sur l'autre, était quelque chose de fondateur pour moi. Après, j'étais aussi la troisième fille d'un père qui était assez costaud en termes de caractère, d'énergie, d'ambition. Et je pense que il voulait avoir un fils. Il ne me l'a jamais vraiment dit, mais je pense que, comme beaucoup d'hommes, il espérait d'avoir un fils un jour. Et donc, il m'a élevée un peu comme son fils. Ça veut dire que j'ai dû me lever parfois à 6 heures du mat pour jouer avec lui au tennis.
à 0 degré, température dehors, parce que oui, on était en Pologne. Il m'exposait beaucoup, en fait, aux situations qui me sortaient de ma zone de confort. Mm. Donc, j'ai assez tôt commencé à voyager seule, c'est-à-dire que je fais un voyage à 12 ans aux États-Unis. Je me souviens très bien parce que il y avait 2 changements. On n'avait pas de portable à l'époque. Mm. C'était un stress énorme pour moi. Et j'allais visiter voilà, une de nos tantes, enfin de famille qui habitait là. Et je me souviens que plusieurs fois après, j'ai fait aussi plusieurs voyages seuls. Je voyageais une fois seule au Japon à 16 ans. J'y ai passé un mois. J'habitais 6 mois en France, à Paris, quand j'ai eu 16 ans, pour un échange scolaire. Et en fait, je détestais au départ ces idées. Enfin, j'étais contre. J'avais cette notion de je vais être avec mes copines, je vais être Ah ouais. dans mon environnement proche, voilà, tout confortable. Et je pense que ces expériences, au fur et à mesure, elles m'ont donné cette confiance en moi que je peux y arriver seule. Mm. Euh, et en plus, à chaque fois quand je voyageais seule, que je faisais quelque chose qui n'était pas initié par moi, mais souvent justement par mon père, je l'appréciais. Enfin, après, j'en sortais beaucoup plus avec la tête plus ouverte, avec plus d'horizons, plus de connaissances de gens qui pensaient différemment que moi. Et je pense que c'était aussi fondateur pour moi, cette énergie masculine dans ma vie, de m'apprendre à oser et compter sur moi, en fait. Mm. Donc c'était un peu le contexte. Après en fait, j'avais très, très envie d'apprendre le français et ça, c'est venu spontanément. J'avais aucune vraiment raison concrète. J'avais une attirance pour la langue, pour la culture. Et mon père, entrepreneur, il était à un moment distributeur de Naf Naf en Mm. Pologne, donc une marque française. Ça donnait pour nous plusieurs occasions pour venir à Paris. Et on ne parlait pas français, enfin, ni mon père, ni ma mère, Mhm. ni mes sœurs. Et je me souviens que c'était frustrant pour moi d'être limitée dans nos voyages, dans nos échanges avec les gens, par le fait que l'anglais, ce n'était pas forcément la langue préférée des Français, Ouais. surtout à l'époque, c'était, je sais Ouais. pas, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Ça change un peu en ce moment, j'ai l'impression, mais bon. Et du coup, oui, j'ai choisi un parcours scolaire qui était bilingue. Donc, j'ai intégré un lycée français, enfin une classe bilingue avec un bac français. Mhm. Et ça m'a donné en fait cette ouverture et envie de faire des études à l'étranger. Mhm. Et j'ai commencé mes études en Pologne d'abord avec une université des sciences économiques un peu classique, mais qui avait un partenariat avec le SCP, donc une école de commerce que j'ai fait dans 3 pays. J'ai intégré un programme de 3 ans à Londres, à Madrid et à Paris. Et c'est ça qui m'a en fait ouvert la porte vers cette vie à Paris qui se déroule jusqu'à aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu de m'installer à l'étranger. C'est d'ailleurs encore quelque chose que j'intègre, que je digère parce que je suis Ah très ouais. très proche de ma famille. Donc tous les 3-4 mois, j'y vais pour voir mes amis, ma famille, parce que comme je suis partie vraiment à l'âge adulte, Ouais. les liens sont toujours très forts et j'ai cette double culture maintenant qui parfois est en clash. Parfois, c'est pas les mêmes valeurs et du coup, c'était très inconfortable pendant un certain temps. D'ailleurs, notamment pendant ma maternité, enfin Ouais. les débuts et la naissance de mon fils, on en parlera peut-être plus tard. Ouais. Mais j'ai eu vraiment parfois 2 modèles contradictoires en moi, ce qui fait un peu le côté schizophrène. Mm. Mais du coup, cet inconfort me pousse à vraiment chercher au fond de moi qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est un peu inconsciemment pris par la société qui m'entoure. Mm. Super intéressant. Effectivement, on en parlera de la maternité après, on y viendra plus en détail, mais justement, par rapport au fait de faire toutes tes études, tu as commencé ta carrière directement à Paris, au final, Oui, c'est ça? j'ai jamais travaillé en Pologne Tu en jamais fait. travaillé en Ouais, je Pologne. connais même. Ouais. Et malgré tout, tu avais vu ton père travailler, peut-être tes amis travailler. Qu'est-ce qui t'a surprise dans la culture du travail en France?
Alors, il y a plusieurs choses. Mhm. D'abord, j'étais vraiment très, très inspirée, portée par l'excellence, Mhm. par l'importance de l'art ou la reconnaissance des métiers qui sont plus littéraires, artistiques. Parce qu'en Pologne, je pense qu'on a beaucoup plus ce culte de ingénieurs, des métiers beaucoup plus enfin, avocats, mais en tout cas plus, enfin, avec cette énergie peut-être plus masculine. Mhm. Donc, je trouvais que cette justement ouverture vers le mix entre bah, le marketing, c'est aussi connaissance de l'art, de la littérature, d'avoir des exemples qui viennent aussi de ces métiers plus artistiques. Mhm. C'était mon driver. Et je pense que c'était quelque chose que je ne voyais pas cet épanouissement en Pologne que je pouvais trouver. Je pense qu'en Pologne, on est beaucoup plus justement dans le côté sales, analyse, enfin, du concret, du résultat. Ouais. Et en fait, du coup, ça m'a énormément inspirée. Fur et à mesure, en fait, en grandissant, enfin, avec la maturité d'employés, enfin, que j'ai gagné fur et à mesure, parce que je travaillais au total 7-8 ans, en fait, dans les grands groupes du Mhm. secteur du luxe en France. J'ai découvert aussi des choses qui me peut-être, bah, justement, qui étaient en clash avec mes valeurs que j'ai en moi en tant que Polonaise. Mhm. La première chose que j'ai pu vraiment vivre et voir, observer, surtout dans le secteur du luxe, c'est cette hiérarchie, une sorte d'autorité et le fait d'accepter une certaine soumission. Mhm. Mais soumission dans le sens de apprécier déjà que vous avez ce job, Mhm. apprécier déjà que vous êtes dans cet univers magnifique. C'est déjà un cadeau. Donc, on fermait souvent les yeux en tant qu'employé sur les choses qui ne nous convenaient pas ou qui était inconfortable. Mais donc, il y avait cette notion oui, d'autorité et de soumission. Enfin, moi, en tout cas, je le ressentais comme ça. Je me souviens d'ailleurs, et je pensais à ça, enfin, c'est une anecdote, mais ça m'a vraiment, c'était une prise de conscience. Une fois, donc, je travaillais dans le 8e, un quartier très beau, enfin, entouré de galeries, enfin, très Mhm. prestigieux. Et je me souviens, je déjeunais avec une copine danoise qui était de passage à Paris. Et en fait, on déjeunait sur une terrasse au soleil, trop sympa. Et c'était un restaurant que j'adorais, ce qui s'appelait Riva, Mhm. tout petit, enfin vraiment très proche du parc Monceau. Et je commence à lui raconter qu'est-ce que c'est sympa de déjeuner au soleil. On le fait rarement parce que nous, à l'époque, on déjeunait souvent dans les salles de réunion. Ouais. C'est sympa aussi, mais enfermé quand même. Et je disais, enfin, dans le bâtiment où on travaille, il y a quand même quelques petites terrasses. Enfin, on a ce type d'endroit, mais c'est réservé au top management. Et elle, à ce moment-là, elle me fait des grands yeux. Mhm. Et elle me dit, mais au Danemark, le parking, il est d'abord pour les employés, le top management s'y gare uniquement quand il y a une place. Ça veut Wow. dire que elle me dit, genre, au Danemark, c'est inconcevable qu'il y a des endroits dans l'entreprise qui sont réservés à ceux qui sont Ouais. privilégiés parce qu'ils sont du top management. Et c'était une prise de conscience parce que pour moi, à un moment, je l'ai accepté. C'est comme ça. Et je ne l'ai jamais remis en question consciemment. Et ce commentaire, tout d'un coup, voilà, il était un peu inconfortable au départ. Je me disais, mais oui, c'est vrai qu'on a en France cette notion euh, ouais, je sais pas, De, de chacun subordination. ça, Ouais. ouais, Juste, je complète parce que j'ai lu hier un article et qui pourrait être, enfin, qui fait écho à ce que tu dis, mais d'un un spécialiste en droit du travail, un docteur en droit du travail, et qui expliquait que beaucoup de nos façons de faire aujourd'hui sont héritées vraiment du droit du travail et de ce qu'il suppose de liens de subordination, en fait. Que ouais, c'est inscrit dans le droit du travail et que donc ouais, toutes les relations de travail qu'on pense, elles sont sous ce prisme-là de la subordination en fait. Et ça me fait penser à ce que tu dis. exactement. Ouais. Exactement. Donc moi, je l'ai ressenti assez fort, effectivement. Et peut-être la chose qui était vraiment pour moi une découverte de vie d'adulte, en fait, quand Mhm. je commençais à affirmer ce que je veux vraiment dans ma journée, Mhm. ça vient vraiment après plusieurs années d'expérience, c'est le rythme. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, plus parisien que français. Je ne sais pas si Mhm. c'est vraiment français, mais on avait vraiment cette notion de présentéisme très, très puissant. Ce commentaire, quand on part à 18h, à bon après-midi, un peu Ouais.
une prison, Mhm. qui éveille en femmes, je pense en femmes encore plus, une sorte de culpabilité énorme Mhm. de bah oui, mais je dois voir le médecin, ou bah oui, et devoir se justifier, alors qu'en réalité, moi, j'étais vraiment dans le métier créatif, dans le métier où on devait être inspiré, on devait avoir des idées pour les nouveaux produits. On lançait des produits qui allaient apparaître sur le marché d'ici 2 3 ans. Et en fait, ce travail exige d'être déjà enfin, en plein d'énergie, plein d'idées, plein de ressources. Mhm. Et moi, je n'arrivais pas à rentrer dans cette logique de je dois rentrer, du coup, sortir de mon travail à 20 heures. J'ai tellement peu de place pour me ressourcer dans la journée Mhm. que ça commence à être juste lourd, en fait. Mhm. Et du coup, je rentrais dans cette énergie de me plaindre Mhm. et sans trouver vraiment la solution parce que j'avais très peu de sensations que j'avais une marge de négo là-dedans, en fait. Ouais, ouais, Tu vois, bah, tout le monde restait jusqu'à 20 heures, donc ça se présentait pas comme si c'était quelque chose de négociable. ouais. C'est très intéressant ce que tu dis, cette idée, tu vois, tu parles de se ressourcer quand on fait des métiers créatifs, mais quel que soit le métier finalement, si on n'a pas Oui, de carrément, bien mou, sûr. ouais, si on n'a pas de mou ou d'air ou d'espace un peu vide, euh, il peut rien se passer. Enfin, on rentre dans une spirale où on n'est pas productif, on n'est pas créatif, on n'apporte pas de valeur alors qu'on est là pour créer de la valeur. Et Exactement. Et du coup, ça nous fait culpabiliser encore ouais, plus. Parce qu'on se ouais, dit, j'ai passé 10 heures au travail, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? ouais. Et du coup, ouais, c'est un cercle vicieux qui est assez Mm. négatif. Euh, et finalement, pas bénéfique ni pour l'employeur, ni pour l'employé. Et toi, la solution que tu as trouvée, ça a été de lancer ton entreprise, ton bébé, enfin voilà, ta structure. Et je veux rebondir sur des mots que tu as employés à plusieurs reprises. Tu as beaucoup parlé de valeur déjà depuis le début de notre conversation. Et c'est vraiment ce que je ressens dans tout ce que tu fais et dans la manière dont ça s'incarne, cette notion de valeur qui est très forte. Et ça me fait penser à cette idée, tu sais, on parle beaucoup de quête de sens, qui est un peu un terme qu'on lance comme ça, mais qui est fort et qui est important. Comment ça s'est manifesté? Est-ce que tu as vécu ça comme ce départ du salariat de l'entreprise comme une quête de sens? Enfin, qu'est-ce que tu allais chercher? Qu'est-ce que tu as voulu créer? Mm. Alors, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie vraiment de partager ce moment d'inconfort très profond. Mm. C'est-à-dire que très souvent, quand on voit un entrepreneur, on a l'impression que un jour, il a juste une vision, il s'est jeté dans ce magnifique chemin qui est entreprendre, créer. Ouais. Alors que très souvent, ça passe d'abord par une phase de remise en question qui est très inconfortable et douloureuse. Mm. Pour moi, c'était un problème de santé. Donc, il y a 4 5 ans, on m'a détecté un problème de thyroïde, de glande thyroïde, donc une maladie Hashimoto. Mhm. Et en fait, ça se manifestait aussi par la fatigue Mhm. assez extrême, je sais pas, les cheveux qui commençaient à tomber, enfin, tout ce qui est très, très anxiogène pour une femme. Donc d'un côté, j'étais soulagée par le fait que j'ai découvert que voilà la maladie, voilà les symptômes, voilà comment on le traite avec la médecine traditionnelle. Mais en fait, j'avais donc en moi ce conflit de alors comment je peux un peu cocher toutes les cases. J'ai fait des bonnes études, je suis dans cette boîte où il fallait être, et tout d'un coup, ma santé, donc mon corps me manifeste qu'il y a quand même un mal-être profond. Mm. Et en plus, j'étais aussi bouleversée par ce que j'ai appris de mon médecin. Donc voilà le traitement à vie. Et ton corps, en gros, il est en train de doucement se détruire tout seul. Ouais. Et donc, j'avais jamais la réponse de la source. Pourquoi cette maladie, d'où ça vient, quelle est la raison, voilà. Et je me suis tournée vers un livre, enfin après vraiment des mois et des mois de recherche, qui est un dictionnaire de malaise et des maladies, je crois, de Jacques Martel, qui m'a été conseillé. Et en fait, il fait la connexion entre les parties du corps et le mal-être émotionnel. Mhm. Et donc, la gorge, apparemment, c'est un organe qui est responsable de l'expression de soi. Mm. Donc, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et ça m'a frappée parce que ça m'a tout de suite en fait donné cette sensation de ce que je fais n'est pas cohérent avec ce en quoi je crois. Mhm. Donc j'avais quand même plusieurs
prise de conscience sur l'incohérence entre mes valeurs et les valeurs de cette entreprise dans laquelle je travaillais. Notamment sur tout ce que j'ai dit, enfin, le présentéisme, aussi le côté on lance tout le temps, on retire, il y a une sorte de gaspillage ou enfin, plein de choses qui étaient en moi en tant que cliente déjà qui ne me plaisaient plus. Je croyais plus à ce discours, je voulais plus consommer comme ça. Et donc, je commençais à vraiment me dire si j'ai envie de prendre soin de ma thyroïde, je vais peut-être, en plus du traitement classique que je pris, prendre soin de mon énergie et aussi de mon état de mes valeurs. Est-ce que je vis vraiment d'accord avec ça, de l'alignement en fait. Et c'est plus la maladie qui m'a poussée vers ça. C'était l'inconfort qui m'a poussée vers ça que juste cette idée de voilà, j'ai envie de m'exprimer. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que je rencontre beaucoup de femmes entrepreneurs grâce à Face to Face. Et très souvent, les moments déclencheurs, c'est justement soit le burn-out, soit la maternité. Donc, une sorte de pause imposée qui fait qu'on revoit un peu pourquoi on fait ce qu'on fait. Souvent, on ne s'autorise pas si on n'a pas ce moment de crise ou ce moment qui est très inconfortable. Donc ça, c'était vraiment mon cas. Et après, effectivement, les valeurs, je commençais à les lister. Je commençais à vraiment prendre le cahier et me dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui compte, quels sont les piliers de ma propre joie intérieure. Et je me suis rendu compte que moi, je faisais tourner surtout la roue de travail. Et les autres roues étaient assez immobiles parce que j'avais plus le temps de s'en occuper. Donc, en fait, j'étais très longtemps dans l'énergie de la plainte. J'étais très longtemps dans cette énergie de je reste dans l'entreprise parce que c'est sécure, parce que c'est ma zone de confort. Et c'est un vrai travail de se donner la permission de sortir de cette sécurité et de se donner peut-être aussi de se confronter à cette émotion d'échec. De se dire, OK, si j'arrête tout, si j'essaie d'entreprendre, peut-être je vais échouer. Et ça, c'est une pensée qui est liée à l'entrepreneuriat même. Donc, tout le travail que j'ai fait aussi, c'était d'apprendre à le ressentir et avancer malgré ça. Ouais, c'est exactement ça. Ça me parle beaucoup ce que tu partages là. Et pour continuer sur cette lancée de la vie professionnelle qui est une réinvention permanente, et c'est particulièrement vrai pour toi. Tu es en train de te former au coaching. Oui. Et j'ai l'impression que tu incarnes vraiment cette idée que la vie professionnelle, là où nos parents pouvaient avoir des choses très toutes tracées avec des rails, voilà, on rentrait dans une entreprise. C'est très linéaire. Métier, Oui. voilà, hyper linéaire. On y est beaucoup moins, mais cette capacité à se réinventer et à rajouter des briques et tout ça, elle est pas encore évidente pour tout le monde. Et j'ai l'impression que toi, c'est vraiment quelque chose qui est un moteur pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ta manière d'avancer, de te projeter, de comment tu fais tes choix? Ouais. C'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est devenu très conscient. Enfin, j'ai dû vraiment le rendre conscient, cette envie d'évolution ou de choix professionnels qui ne sont pas forcément évidents ou linéaires, comme on a pu se dire. En fait, avant, j'étais énormément dans la validation extérieure. Donc, c'était de construire mon CV de la perspective de RH. Qu'est-ce qu'il va se dire à propos de moi en voyant mon CV? Donc, l'école de commerce, donc le premier stage prestigieux dans un groupe connu. Donc, et en fait, tout le temps, chaque brique avant de faire des face-to-face, c'était ça, c'était de répondre au jugement de l'autre pour que ça soit le plus cohérent possible et que ça soit, du coup, on sache précisément où me mettre dans une entreprise après. Et en fait, avec Face-to-Face, j'ai ressenti, donc Face-to-Face, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, aujourd'hui, c'est d'abord, c'était une entreprise qui organisait des événements à forte visibilité pour les créateurs de marketing, pour qu'ils puissent rencontrer leurs clients. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, c'est un réseau d'accompagnement, c'est presque un incubateur pour les femmes qui décident de se reconvertir et entreprendre. Donc pour les marques jeunes de 1 à 3 ans d'existence. Et en fait, j'ai compris en entreprenant, donc ça fait 4 ans que je suis entrepreneur, que je suis sortie justement de ces rails. Ça peut être parfois inconfortable parce que du coup, on se dit, si jamais ça ne marche pas notre entreprise, est-ce que je peux encore trouver
le retour pour savoir où est-ce que j'ai encore la place au sein d'une entreprise. Et à la fois, je me suis rendu compte que ça m'a poussée à à devoir trouver des validations intérieures de mes choix. Donc, est-ce que ce que je fais dans la journée, ça m'épanouit? Est-ce que ça m'énergise? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et en fait, au fur et à mesure, j'ai découvert en étant entrepreneur que la puissance et le pouvoir de déléguer, de se débarrasser des activités qui m'enlevaient de l'énergie et de vraiment me concentrer sur là où j'ai une vraie valeur ajoutée. Mm. Et moi, je l'ai senti dans cette partie justement du recrutement, de la sélection, de la curation de marques, Mm. de la rencontre avec les femmes qui entreprennent, de tout ce qui est la collaboration, la négociation pour les événements, de trouver des partenariats. Pour moi, je suis vraiment dans cette énergie de collaboration, Mm. à l'inverse de concurrence-compétition où j'étais vraiment beaucoup plus dans les vies d'avant, Mm. qui justement m'enlevait cette énergie, me retirait cette force, cette moteur que j'ai en moi qui est plutôt la collaboration. Mm. Et donc, en rencontrant ces femmes-là, j'ai compris on avait très souvent des croyances limitantes au sujet de ce qu'on est capable de faire. Très souvent, on s'est réduit. On parle de nos projets comme un petit projet. Mm. On parle de notre nouveau projet entrepreneurial comme ma passion, mais à côté, j'ai un vrai job alimentaire ou en tout cas un job sérieux. Mm. Et donc, ce besoin de se justifier auprès de l'extérieur que je fais quand même quelque chose de reconnu, Mm. je voyais en moi, je voyais à quel point on avait cette capacité de s'auto-saboter qui est très puissant. Et donc, dans cette envie d'accompagner les femmes, d'abord du point de vue très business, de comment investir dans le digital, comment créer sa marque, l'identité, voilà, je pivotais assez naturellement vers le coaching pour les accompagner aussi dans tout ce qui peut être le dysfonctionnement de notre cerveau, de notre manière de nous percevoir nous-mêmes Mm. et parfois inconsciemment de se réduire dans un rôle qui ne nous convient plus du tout. Mm. Et donc, d'où le coaching. Pour moi, du coup, c'est très linéaire, Mm. tous mes choix, Ouais, mon évolution ouais. professionnelle. Mais en fait, ça vient d'une validation intérieure par mes expériences et je cherche plus la validation extérieure, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la cohérence. Parce que c'était en particulier en France où je pense que les recruteurs et tout ont une tendance bien plus forte que dans d'autres pays de chercher à mettre les gens dans des cases ou dans des organigrammes et donc à chercher une cohérence un peu factice quoi, sur le papier. C'est hyper intéressant que tu emploies ce mot de cohérence parce que, tout ce que tu décris là, c'est une cohérence interne. Tu parles de validation interne, c'est une cohérence interne aussi. Et puis avec le fait que tu évolues et que tout ça s'agrège et que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 4 ans. Exactement. Et en fait, je pense, pardon, juste je te Ouais, coupe oui, vas-y. parce que c'est très, très important. C'est aussi, moi, j'ai compris que pour être inspirée, pour être heureuse, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Mm, Et en fait, j'ai intégré cette notion oui, je fais peut-être une intième formation à un intième sujet, mais pour moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est peut-être nouveau, mais tout d'un coup, ça devient une vraie, je ne sais pas, très forte vibration. Je commence à vraiment reconnaître que c'est ça la nouvelle direction. Sans oublier, sans être zapper, enfin, j'oublie pas ce que je faisais avant. Enfin, Face-to-Face existe encore. Je deviens coach, c'est une sorte de brique qui se rajoute dans cette maison que je construis. Mais effectivement, euh, je pense qu'il faut se donner aussi la permission de vouloir évoluer. Et que mm, là, on était il y a 2 ans, peut-être c'est plus confortable aujourd'hui. mm. Ouais, exactement. On va y venir à la maternité, parce que tu es la maman d'un petit Mm. garçon, et puis tu attends un autre bébé pour septembre. Comment est-ce Oui, que l'arrivée de... Quel âge il a ton aîné? il a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc tu avais déjà monté Face to Face. Comment, Oui. comment est-ce que son arrivée a impacté ta vie? Comment ça a bouleversé ta vie? Et puis l'équilibre aussi de ton couple. J'aimerais bien qu'on parle des deux aspects. Mais en fait, le mot bouleversé, c'est, je pense, le mot-clé pour décrire cette période. Euh, C'était bouleversant sur plusieurs points de vue. Le premier, c'est parce que en devenant maman, j'avais vraiment un double modèle dans ma tête. C'est là où je reviens à la schizophrénie entre la France et la Pologne. En fait, en Pologne, ma mère était mère au foyer.
Je me souviens très bien de nos moments ensemble, de notre relation assez unique qu'on a toujours d'ailleurs. Et donc, pour moi, le modèle de la mère, c'est celle qui est disponible, c'est celle Mm. qui est là, qui, quand il faut, elle va, voilà, il faut qu'elle inspire, mais aussi il faut qu'elle soit présente Mm. physiquement aussi, pas uniquement à distance. Et donc, ça a bouleversé mon moment de travail parce que j'avais vraiment du mal à me positionner. Est-ce que du coup, je suis encore à fond sur mon projet, je travaille comme avant, tout le temps à fond, à fond, à fond, ou est-ce que, comment je divise ma journée? Mm. Et donc là, j'ai dû vraiment, et en plus, j'avais aussi cet inconfort qui était un réel inconfort de vivre à Paris. Je me sentais pas à ma place en tant que maman avec ma poussette. J'étais en plus en plein centre de Paris avec des micro-trottoirs, des gens qui couraient, des voitures. Enfin, tout ça, je sais pas, je me sentais vraiment pas à ma place. Mhm. Euh, et du coup, il fallait, dans cet inconfort, de à nouveau retrouver qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est emprunté. Et je Mm. pense que ça m'a donné aussi cette notion de devoir trouver son propre mix qui marche pour nous individuellement. C'est pour ça que je suis vraiment contre et je ne veux jamais juger le choix d'une mère, d'une autre mère. En fait, je trouve qu'il y a celles qui s'accomplissent en travaillant beaucoup et du coup, elles donnent beaucoup d'énergie positive parce que c'est comme ça qu'elles sont heureuses à Ouais. ses enfants. Il y a d'autres qui préfèrent de rester à la maison. Je trouve que c'est un choix très individuel et Mm. vraiment juger ce choix n'a aucun sens. Mm. Pour moi, en fait, je trouvais un équilibre en me disant, je ne veux pas bêtement reproduire un modèle que soit j'ai observé à la maison, soit j'ai observé en France. Mhm. Donc, je commençais vraiment à tisser, prendre en fait de chaque de ces modèles ce qui était intéressant pour moi. La première chose fondamentale pour moi, c'est de trouver un nouveau rythme dans la journée. Mm. Donc, en fait, j'ai décidé d'arrêter ma journée de travail à 17h30. Mm. À 17h30, ma nounou, elle part. Et en fait, c'est à ce moment-là, jusqu'à 20h, je suis 100% présente pour mon fils et Mm. pour ma famille. Mm. C'est à ce moment-là quand parfois je prépare un dîner, parfois non. C'est comme je le sens, mais en tout cas, j'ai envie de créer une ambiance à la maison Mm. qui fait qu'on a envie de revenir à la maison. Mm. J'ai eu vraiment très souvent la sensation, quand j'étais encore employée, qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas l'envie de rentrer le soir à la maison. Ouais. Parce Mm. que c'est froid, parce que c'est, je sais pas, parce qu'il n'y a pas cette notion de plaisir. Donc pour moi, de mon enfance, j'avais cette notion de plaisir, de jouer, d'avoir justement de pouvoir prendre le bain le temps que je voulais. C'était pas chronométré. Et Mm. souvent, c'est d'ailleurs pour le couple, c'est l'élément de clash entre moi et mon mari qui est français. En France, on a cette notion de rythme ultra important. Mm. À 19h, on mange, à 19h30, on est au lit, à 20h, on est couché, et voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve que les rythmes, c'est très important, c'est très rassurant pour l'enfant, mais je pense que les rythmes ne devraient pas prendre le devant sur le plaisir Mm. d'être ensemble. Quand je vois que, par exemple, mon fils est encore dans son bain et encore à jouer à fond, et je ne veux pas lui couper ce plaisir parce qu'il est 19h30, parce que Mm. je suis avec la montre au-dessus de lui. Mm. Donc, c'est vraiment, parfois, c'est des ajustements entre, je ne veux pas être prisonnière d'une méthode qui m'a été apprise parce que c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Je veux rajouter un peu plus de souplesse dans cette journée parfois. Parfois, en fait, à 20h, donc, quand notre enfant est couché, parfois c'est 20h, parfois c'est 20h30, parfois c'est 21h. Parfois, je retravaille après, quand il faut. Mais en fait, mes associés, les gens qui travaillent avec moi, ils savent qu'entre 17h30 et 20h, il est fort probable que je ne vais pas répondre ni au texto ni au mail Mm. et que je le fais plus tard. Et j'ai accepté aussi que peut-être mon entreprise va désaccélérer à cause de ça. Mm. Mais ce que je disais avant, mon roue de la famille Mm. doit tourner. Mm. Et en parallèle de mon roue de travail. Donc, j'ai accepté que peut-être ils vont tourner moins vite qu'avant, mais Mm. ils vont tourner ensemble, en Mm. même temps. Et aussi, des autres choses, c'est le roue de bien-être. Donc, j'ai appris vraiment à mesurer mon énergie, à me dire de commencer ma journée par quelque chose d'agréable, pas par la to-do list. Ce qu'on trouve souvent dans les livres Ouais. de coaching, d'entrepreneuriat, genre fais ta to-do list,
Monday, Hour One, ça veut dire commence ta semaine par la to-do de ce que tu dois accomplir. Moi, je fais vraiment tout l'inverse. Mm. C'est-à-dire que le matin, pour moi, j'ai le temps pour faire le câlin à mon fils. J'ai le temps de me préparer mon café. Euh, je trouve que cette énergie avec laquelle je commence ma journée, que je ne suis pas essoufflée parce que j'ai déjà ouvert mes mails et que je me dis, ah, je dois rattraper la journée, je quittais déjà depuis un certain temps cet état d'esprit de toujours sentir que je suis en retard. Et Mm. c'était vraiment pour moi un état chronique. Mhm. Euh, donc, le fait de devenir mère, c'était bouleversant, mais ça a aussi fait un peu le rangement de comment ma journée doit être pour que moi je suis bien là-dedans. Ouais, 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 c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, on parle toujours de prioriser le temps pour soi et j'aime bien ta manière d'en parler parce que ça, c'est pas un item de plus, c'est une philosophie Non, ouais. c'est même pas de gestion du temps, c'est moche cette expression, mais c'est une philosophie de flow et de comment la journée se déroule en fait, c'est Et je chouette. pense qu'on en a déjà parlé, Sandra, quand on a fait l'Insta Live pour Face to Face, quand je t'ai interviewée. Mm. Je me souviens de ton exemple qui m'est resté très profondément, de se sentir parfois comme une plante desséchée. Ouais. Et en fait, je trouve ça très fort comme visualisation. Je me suis sentie déjà plusieurs fois, je pense, en tant qu'employée, même en tant qu'entrepreneur, Mm. comme si j'étais cette plante desséchée. Mm. Et en fait, j'ai appris, en étant mère aussi, que mon énergie, mon bien-être, il est important pour ma famille. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait de délivrer du résultat qui compte, mais c'est Mm. aussi comment je suis. Ça a Mm. un vrai impact sur l'ambiance de la maison, ça a un impact sur la sensation de sécurité de mon fils, cette envie justement aussi de revenir à la maison après le travail Mm. de mon mari. Ouais, Et en fait, je pense que c'est un marathon, en fait, la ouais, vie, et la vie d'entrepreneur d'autant plus. Et ouais. si tu te nourris pas tout au long de ce marathon, à un moment, tu tombes, en fait. C'est vraiment le coureur de longue distance, il doit apprendre à se nourrir pendant la course et pas uniquement après avoir fini. Ouais, absolument. Et une autre chose qui est pour moi un vrai conseil pour toutes les femmes, Mhm. c'est de s'autoriser à demander de l'aide. Mhm. Moi, je pense qu'il faut vraiment enlever de nos têtes cette image de super hero Wonder Woman qui fait Mhm. tout toute seule. Moi, j'ai une nounou et je le dis Mhm. ouvertement, c'est pas un secret. J'ai quelqu'un qui m'aide à s'occuper de ma maison, de mon fils. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui apporte beaucoup et qui compte pour moi parce que elle participe à mon équilibre. Mhm. J'ai demandé à ma mère, là je suis enceinte, de venir un mois après mon accouchement à Paris parce que je sais que sa présence va être pour moi très importante. J'ai pas peur de prendre l'initiative et de demander de l'aide Mhm. et dire voilà, là je m'en sors pas. Ouais. Parfois dire à mon mari, écoute, ce soir c'est toi qui fais les courses, ce soir c'est toi qui couches notre fils. Et c'est pas une phrase qui est une question. Mhm. C'est une phrase en mode c'est comme ça que ça va se passer parce que Mhm. j'en ai besoin. Mhm. Et je vois que qu'on s'autorise très souvent, on s'autorise pas de demander. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, quelle est l'origine de cette posture de justement je gère tout toute seule, mais je suis vraiment contre cette approche. Et même en tant qu'entrepreneur, j'ai appris de demander de l'aide. Mhm. Très souvent, on a l'impression qu'on va perdre notre face en demandant de l'aide, mais c'est comme ça qu'on avance en fait. Ouais, absolument. Absolument. Et je voulais qu'on parle de ton modèle, de ton entreprise aussi un peu, parce que face to face, c'est comme son nom l'indique, l'idée c'était de mettre en relation directe en face à face les créateurs de marques éthiques et les clients finaux. Forcément, le Covid a bousculé le modèle initial. Comment t'as réinventé ton modèle? Comment tu t'es adapté? Enfin, vous d'ailleurs, parce que je Alors, crois que vous êtes deux. ouais, Mm. ouais, ouais, oui, on est trois même. Trois? Donc, on est trois associés. Donc, il y a Manon, qui est vraiment mon binôme euh, quotidien. On est toutes les deux très investies et très rééquilibrées dans nos tâches. Mhm. Et il y a aussi Nathan, le troisième associé, qui est développeur Mhm. ingénieur, enfin plus ingénieur et qui s'occupe du site et de développement digital et plus technique de notre site.
Alors, pour ta question, en fait, je vais revenir à ta première question et cette notion de collaboration et cette énergie féminine que j'ai eue en grandissant en tant que petite fille. Je suis vraiment dans cette notion d'écoute. Mm. Et donc, pendant le premier confinement, je pense qu'on était plus active que jamais avec Manon, à faire des lives, à exposer nos créateurs, à créer des programmes d'accompagnement, notamment de visibilité presse. Mhm. Donc, on a un programme, je pense le seul qui existe sur le marché d'accompagnement collectif, qui est du coup beaucoup moins cher qu'un accompagnement individuel, mais qui permet à nos marques, qui sont très souvent inconnues encore, inconnues au bataillon, Mhm. d'être visibles dans la presse, d'avoir des retombées très qualitatives dans Mille Décoration, dans Madame Figaro, dans Elle. Mhm. Parce que justement, moi, j'ai tout de suite ressenti déjà que nos créateurs étaient complètement désemparés, sans savoir vraiment dans quelle direction partir, avec tous leurs distributeurs ou leurs boutiques fermées, physiques. Et nous aussi, on était coupés de nos événements qui sont quand même nos moteurs aussi de visibilité, de croissance. Mhm. Et donc, tout de suite, on a pris à nouveau une place d'accompagnement et on a développé donc plusieurs programmes avec des Zooms hebdomadaires, avec des visios très réguliers. Et donc, on était très présente malgré la distance physique. Mhm. Et je pense que c'était ça la force aussi de notre projet de face-to-face, c'est de rester très, très proche de ses clients qui sont nos créateurs Mhm. parce qu'on est B2B et B2C à la fois. Donc, on a des clients qui achètent sur notre site et pendant nos événements, des clients de finale. Mais il y a aussi des clients sous forme de créateurs qui font partie de notre réseau et donc qui s'abonnent annuellement pour bénéficier de nos experts, de nos coachings, de nos accompagnements et de toute la visibilité que Face-to-Face peut offrir. Mhm. Et aussi, les plus importants, je pense, de cette énergie de faire partie d'une communauté Mhm. qui a les mêmes valeurs et d'être entouré par les gens qui se retrouvent dans la même situation que nous. Ouais. Donc, on a fait des sessions de mastermind du coup, quelle est la meilleure manière de vendre, comment augmenter sa visibilité sur le digital, comment investir dans le post Instagram, Facebook. Donc, on était très réactive à tout de suite connecter nos créateurs avec des experts dans le domaine pour qu'ils puissent continuer à agir, à être dans cette énergie euh, de création et ne pas être juste subir et être passif. Mhm. Et ça vraiment, c'est un ping-pong permanent de besoin de ce qu'on entend et de réajuster notre offre en permanence et ne pas rester figé sur face-to-face. Ce sont des événements physiques. Ouais, Enfin, non, c'est beaucoup plus aujourd'hui. ouais, Et heureusement d'ailleurs. ouais, ouais, ouais. Et je veux qu'on fasse le lien entre ce que tu viens d'expliquer là et puis ce qu'on me racontait un peu au début. Je voulais te partager une question qui me taraude depuis un moment, depuis que je me suis rendu compte Mhm. euh, à quel point j'interviewais beaucoup de femmes entrepreneurs. Et un peu une question de fond entre mes auditeurs, mes auditrices et moi, mais cette question de est-ce que finalement l'entrepreneuriat, c'est la seule manière de se créer les ingrédients au travail dont on a besoin? Tu vois, j'ai l'impression que il y a plein de gens, et puis ça fait écho aussi avec l'épisode avec Céline Alix, c'est son livre Merci mais non merci, mais tu vois, de toutes ces personnes J'adorais. portées, Mhm. ouais, portées par des valeurs, par aussi des envies et des façons de vivre, tout ce que tu décris sur ta manière d'organiser ta journée. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est la seule façon d'arriver à vivre ça? C'est une vraie, enfin, tu vois, c'est une question, Ouais, je sais pas j'adore si une cette question réponse, parce que mais... je me la pose aussi très Mhm. souvent. Je me la pose parce que quand on est entrepreneur, souvent on est solo entrepreneur. Et en Ouais. fait, ce qui me manque, par exemple, du monde de salariat, c'est aussi d'être entouré, d'avoir une Mhm. grande équipe, d'avoir des formations, Mhm. d'avoir accès aussi à à cette énergie collective qui est ultra, je trouve, ultra ressourçante et positive. Mhm. Euh, j'espère que la réponse est non. J'espère que aussi ce qu'on a traversé avec le Covid a montré que l'employé, il peut être très qualitatif, même en travaillant en distance et en ayant accès peut-être enfin, à l'environnement qui est plus proche de la nature. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs à long terme, au niveau macro, ce que ça va donner, tout ce télétravail. Je pense qu'il Mhm. y a aussi du côté négatif, de manque de sens, du coup, manque de connexion avec les autres membres de l'équipe. Et il y a peut-être aussi cette notion de perte de morale ou de motivation.
Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Mais Mhm. en tout cas, moi, je trouve qu'il faut désacraliser Mhm. l'entreprise en tant que le fournisseur de tout, celui qui remplit tous nos besoins et qui nous Ouais, comble. je suis d'accord. Et tu vois, moi, à un moment, quand j'étais chez L'Oréal notamment, il y avait la salle de sport, la cantine, presque les consultations de médecins, tu vois, enfin, Ouais. intégrer tous au même endroit pour que l'employé reste le plus longtemps possible dans ce même espace. C'est Mhm. super étouffant, je trouve. Mhm. Donc, pour moi, effectivement, j'avais plus l'impression qu'en restant dans les entreprises dans lesquelles j'étais, j'avais moins de pouvoir. J'étais plus dans ce côté justement à râler, Mhm. mais sans avoir cette notion de comment le changer. Ouais. J'avais l'impression que je perdais mon énergie. Et donc, le fait d'entreprendre, c'était une sorte de reprise de ma puissance. Je reprends tout ce que j'ai en moi, mes ressources, pour créer l'idéal de vie que j'ai en tête, que je Mhm. n'arrivais pas à créer au sein d'une entreprise. Mhm. J'aimerais qu'en réalité, on s'approche du modèle où on peut être salarié et créer aussi notre modèle. Je trouve que c'est parfait, enfin, ça devrait exister. Mais moi, c'était il y a presque 10 ans, tu vois, quand j'étais dans ce grand groupe, la conscience était encore différente. On était avant ces années de télétravail. Et là où je travaillais, même prendre un jour de télétravail, c'était inconcevable. C'était pas du tout proposé, offert. C'était comme si on prenait des vacances, en fait. Mhm. Hum, Ouais. donc, euh, donc, pour moi, la réponse aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat m'a donné la possibilité de créer ce que je voulais. Mhm. Mais j'espère que ce soit pas la seule manière d'y arriver. Et d'ailleurs, Je tu travaille travailles dessus. dessus, tu Je es travaille active. dessus. Mais je suis quand même étonnée de voir. Voilà, c'est fou de voir le nombre de personnes. Et d'ailleurs, toi, les créatrices, parce qu'il y a beaucoup de créatrices plus que de créateurs, il me semble, de face-to-face, c'est essentiellement, voire uniquement, exclusivement, des personnes issues de reconversion. Oui, en fait, c'est pas une condition, mais c'est Ouais, vrai que je pense que 90% des femmes, ce sont des femmes issues d'une reconversion. Et les 10 restants, ce sont souvent des femmes autodidactes ou d'accord. celles qui, après leurs études, elles ont senti une sorte de conviction profonde de devoir créer sa marque, ce qui est beaucoup plus rare parce que très souvent, on a envie d'être rassuré par une Mm, expérience plus solide avant de créer un projet à soi. mm, Euh, donc, d'être une femme n'est pas un critère de sélection de face-to-face et mm, d'être après issue d'une reconversion professionnelle non plus. mm. Mais la vérité est que les femmes entre 30 et 40 ans sont très souvent face à la maternité, sont face à leur burn-out. Et donc, ça crée ce besoin de créer une nouvelle vie Mm, qui, justement, les amène vers l'entrepreneuriat. mm. Je voudrais qu'on parle de choses très pratiques et concrètes, notamment de temps pour soi, dont tu as un peu parlé tout à l'heure. Mais ça m'intéresse de savoir comment toi tu t'en crées, parce que ça a l'air d'être important pour toi. Comment concrètement tu t'organises pour que tu aies du temps pour toi quotidiennement, de manière hebdomadaire. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi tout ça? En fait, je pense que ça s'organise et ça se prévoit en avance et Mhm, ça se met dans un agenda. mhm, Vraiment, je ne suis pas une contrôle fric, loin de là. En revanche, je pense que les moments pour soi et même les moments en couple, ça s'organise. C'est pas quelque chose qui va venir vers nous comme un cadeau du ciel. mhm, Donc, typiquement, j'ai créé un moment dans la semaine où mon mari sait qu'à cette heure-là, il faut qu'il soit à la maison tel jour parce que j'ai une activité sportive et que je ne suis pas là. Et donc, c'est récurrent, c'est hebdomadaire et c'est le temps réservé pour moi. mhm, Euh, et il a intégré cette notion parce que lui aussi, il a une autre activité sportive à un autre moment de la semaine et pour mhm, lui, c'est aussi important. Donc, c'est le respect mutuel du fait que tous les deux, on en a besoin. Donc, mhm, c'était un accord. mhm, Euh, Autre chose, c'était aussi de pouvoir s'offrir 5 jours ou 4 jours, ou un week-end à deux. Je trouve que c'est super important dans la vie de couple, de parents, mhm, parce qu'on a très peu de moments à deux dans cette organisation de la semaine. Et là, récemment, on a pu faire ça. Et pareil, ça s'organise. Il y a aussi cette notion de demander de l'aide, parce ouais, que quelqu'un doit prendre soin de notre enfant pendant ce temps-là et de ne pas culpabiliser
de le faire Oui. parce que c'est pas juste un besoin comme ça qui est un peu vain ou je sais pas. Enfin, tu vois, on Mhm. n'est pas dans la vanité là. On est dans le concret, dans la construction. En fait, pour notre couple, d'abord, il faut que entre nous il y ait une harmonie Mhm. pour que ça rayonne sur toute notre famille. Mhm. Donc, c'est important. Et c'est exactement pareil pour le sport ou le temps pour soi. Après, moi, ce que je fais aussi, et ça, c'est vraiment, c'est récent parce qu'on a récemment déménagé plus proche du Bois de Boulogne. Avant, on était vraiment plein centre. Et donc, à l'heure du déjeuner, je prends 30 minutes pour déjeuner et 30 minutes, 40 minutes, je fais un tour à vélo du lac au Bois de Boulogne. Mhm. Je le fais toute seule. Tu vois, c'est facile. Enfin, je prends juste le vélo. Je n'ai pas besoin de le prévoir en avance. Je ne suis pas inscrite à un cours. Ouais. Personne ne dépend de moi. Je dépends de personne. Mais c'est une habitude que je me suis créée autour de justement de cette notion du plaisir pur. Et Mhm. en fait, quand je retourne à la maison, parce que je travaille beaucoup maintenant en home office, Mhm. j'ai besoin aussi de réénergiser mon corps. Et Mhm. cette deuxième partie de la journée, si je bouge pas, elle est plus lourde. Je suis vraiment fatiguée en fin de journée. Ouais. Alors quand j'ai cette pause de vélo, enfin, et c'est rien, enfin, Mhm. c'est pas grand-chose. Et on a toute la possibilité de trouver une demi-heure pour nous dans la journée. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Moi, je fais comme toi. Moi, je vais marcher et je vois tellement la différence que ça fait. T'as pas cette espèce d'effet post-repas où t'es un peu. Ouais, comme tu dis, ça réénergise, ça redynamise. Et souvent aussi, moi, je me rends compte que j'ai des idées aussi. Tu sais, qui viennent Mais quand. tellement, Ouais, si t'es tout le temps le nez devant tes tellement. trucs, toujours cette idée de mou et de vide dont on parlait tout à l'heure, mais de recréer des opportunités pour que ça connecte, pour avoir des idées, pour tout ça. Ouais, je sais pas si tu as lu, je vais te donner juste un exemple qui est assez Ouais. drôle. Tu sais, l'histoire de Sherlock Holmes, le Non. fameux, enfin, le livre enfin, le livre anglais qui est génialissime, l'histoire de Sherlock Holmes qui était assez génial, qui trouvait toujours une astuce pour savoir comment trouver le coupable, voilà. Et il disait, il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas solutionner, il y a certains problèmes qui prennent juste 3 pipes à fumer. Et qui disait, en fait, il s'enfermait dans sa chambre, lui, il fumait, mais c'était sa manière aussi de se déconnecter du monde extérieur et juste de laisser ton cerveau intégrer tout ce qu'il a déjà reçu comme information pour Mm. ensuite avoir une solution qui parfois est un peu out of the box, mais en fait, c'est cette distance-là qui fait que on arrive à avoir ces idées qui sont nouvelles, voilà, et qui ne sont pas juste issues de la tête dans le guidon, comme tu dis. Ouais, tout à fait. Elle est géniale, cette citation de Sherlock Holmes, j'adore. Je vais peut-être me Mm. mettre à fumer la pipe, qui sait. Non, non, mais les C'est balades, une c'est bonne très idée. bien aussi, hein. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Est-ce qu'il y a des astuces? Je sais que les auditrices et les auditeurs, ils adorent ça. Est-ce que toi, tu as des astuces au quotidien d'organisation qui t'aident particulièrement? Donc, la première chose, c'est que je suis une adepte d'écrire ce que j'ai envie enfin, mes objectifs d'ici un an, d'ici 6 mois, je les écris sur des feuilles ou sur de bords de visualisation. Mhm. Donc, ça veut dire que je ne le fais pas au quotidien. En revanche, j'ai vraiment des feuilles où j'écris, voilà, d'ici un an, j'aimerais que c'est ça et ça et ça qui s'accomplisse. Et je suis vraiment, ça m'aide d'être dans l'énergie de pouvoir en me disant, c'est moi qui crée ce qui va se passer dans l'année et pas j'attends ce qui arrive vers moi. Donc pour moi, il y a une sorte d'énergie qui se dégage, juste de se dire, j'en suis capable et c'est mon rêve d'y arriver. Et ces objectifs sont mesurables, c'est super important. C'est pas juste j'ai envie d'être plus quelque chose, Mhm. c'est j'ai envie que ma société dégage X chiffre d'affaires. Mhm. Et en fait, je ne suis pas attachée au... Je ne sais pas encore comment le faire, d'accord? Je lâche prise sur le fait de ne pas savoir. En revanche, le fait que j'ai dit à mon cerveau que j'ai un objectif très concret fait qu'il se met inconsciemment en action pour me trouver des solutions tout au long du chemin. Mhm. Donc ça, c'est une première astuce que j'applique vraiment. Mhm. Deuxième, c'est justement les tableaux de visualisation. Donc, le mois de janvier, j'ai fait un mood board, une sorte de dream board. Et donc, je veux enfin, je veux vraiment déchirer des images de la presse qui m'inspirent et qui reflètent ce que j'ai envie d'accomplir ou d'avoir. Notamment, ma grossesse, c'était quelque chose qui était dans mon dream board l'année dernière, Mhm. que je fais en janvier et je suis tombée enceinte en décembre. Mhm. Donc, enfin, et
c'est pas, enfin, c'est vraiment, c'est des messages subliminaux qui s'installent et qui sont un peu sans effort. Mm. Deuxième chose pour moi dans mon organisation, c'est aussi je ne suis pas une fan de multitasking. Mm. C'est-à-dire que pour moi, une journée, une mission. Mhm. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma mission, c'est notre podcast. J'ai pris le temps pour me préparer, mais j'ai pris aussi le temps de réfléchir à de quoi tu pourrais avoir besoin, enfin, d'avoir en fait cette notion de sérénité, que ce Mhm. sujet, j'étais présente, je suis à fond là-dessus. Mhm. Donc, ma deuxième partie de la journée, elle va être plus light. Je veux pas avoir deux rendez-vous très importants Ouais. qui exigent beaucoup d'énergie, de ma présence, voilà, parce que je sais que je vais être déçue de la manière dont je réponds ou je vais pas être présente. Donc, en fait, je suis vraiment beaucoup plus à prioriser les choses par jour ou par semaine, avoir une mission vraiment principale. Et bien sûr qu'il y a des choses annexes, bien sûr qu'il y a des mails auxquels je réponds en parallèle qui sont peut-être pas liés à ma mission principale. En revanche, ne pas se mettre dans cet essoufflement de devoir tout faire dans une journée, Mm. parce qu'on est très souvent prisonnière de notre to-do et à la fin de la journée déçue parce qu'on n'a pas pu tout faire. Mm. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça demande de lâcher, de se rendre compte que tout n'est pas urgent et tout n'est pas à réaliser dans l'instant. Exactement. Mm. Et en fait, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Et une phrase qui est très nouvelle, enfin pour moi, une pensée qui est très nouvelle pour moi, c'est j'ai le temps de tout faire. Je me le dis chaque matin, j'ai le temps de tout faire. Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie adulte, entre étant étudiante et employée, j'avais toujours cette notion, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, j'ai pas le temps. Et je me le répétais inconsciemment dans ma tête. Et du coup, j'étais vraiment essoufflée. Et quand je me lève, je me dis, j'ai le temps de tout faire aujourd'hui, et ben ça change tout. C'est trop drôle que tu dis ça. J'ai exactement la même phrase et ça me fait exactement le même effet. C'est très drôle. C'est Je troublant même. sais qu'on est connectés, c'est pas une Mais surprise. oui, c'est pas une surprise. Qu'est-ce que tu as appris d'important ces dernières années? De regarder vers l'intérieur Mhm. pour chercher sa validation. Mhm. C'est vraiment fondateur pour moi Mhm. de me rendre compte, de prendre conscience, parce qu'on peut avoir des phrases, tu sais, être entouré de plein de phrases qui glissent un peu sur la surface. Mhm. Mais pour moi, la vraie transformation était, et aussi l'envie de devenir coach, c'était de maintenir, d'entretenir et d'entraîner mon cerveau et mes capacités et mon focus sur le regard vers l'intérieur. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai eu la prétention, on peut dire, ou la sensation d'être légitime pour devenir coach, c'est que je ressens des résultats dans ma vie à moi Mhm. qui sont de nature très, très, enfin, qui vont très loin dans le confort de vie, dans la satisfaction de vie. Mhm. Et donc, c'était vraiment pour moi une découverte que se tourner vers soi pour chercher la validation pour ce qu'on a envie de faire, pour nos aspirations professionnelles, personnelles, c'était la clé. Et en fait, c'est un travail quotidien Mhm. parce que notre cerveau a tendance à revenir vers les anciens patterns des croyances limitantes qu'on a eues d'avant Mhm. et de se dire ah, je viens d'avoir une remarque que personne comprend ou que la personne en question n'a pas compris mon concept ou ma société ne dégage pas le chiffre d'affaires que celle de ma copine ou bien je devrais faire une levée de fonds parce que tout le monde fait la levée de fonds. Ouais. Tu vois, et en fait, à un moment, je commençais à me dire, oui, mais est-ce que je veux vraiment faire une levée de fonds? Ok, Mhm. mais est-ce que je veux vraiment, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'un schéma que j'ai envie de répliquer pour calmer mes peurs? Mhm. Donc, j'ai appris à fonctionner d'une nouvelle manière avec moi-même. Mhm. Et c'est ce que j'ai envie de partager notamment avec les podcasts Mhm. que je viens de Oui. lancer, c'est tout frais. Ouais. Parce que pour moi, justement, cette notion d'avoir l'impact il s'appelle Women Empowerment School, parce que cette notion de empowerment, il vient vraiment de l'intérieur. Mhm. Et, euh, et c'est ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie vraiment de partager ce que j'ai pu apprendre grâce à mon chemin d'entrepreneur, mais aussi de tout le travail que j'ai fait sur l'énergie, sur le sujet plus spirituel. Mais je trouve que c'est très lié. Et c'est pas du tout religieux, c'est plutôt cette connexion à soi-même, c'est quelque Mhm. chose qui nous amène vers une vie vraiment beaucoup plus satisfaisante. Mhm. Absolument.
On va terminer, Mariana, avec ma question rituelle de fin, de savoir de quoi tu es fière. Je suis fière de vivre ma vie et pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc, je suis fière d'incarner vraiment mes envies et je pense que jusqu'à un certain moment, j'étais très justement sur les rails de ce que ça devrait dire le succès. Mhm. Et ce switch vers la quête de soi m'a permis de comprendre que c'est plus important d'être soi-même et d'incarner sa propre vie que d'être parfaite, mais du coup perdue sur cette question qui suis-je. Mm. Merci beaucoup. C'est plein d'inspiration ce que tu viens de partager. On mettra tous les liens de face-to-face du podcast et tout ça dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent retrouver ton travail et suivre. Merci, c'est adorable. Ouais, voilà. Et écoute, un grand merci, Mariana. C'était un super échange. Merci Sandra, je suis sûre qu'on va continuer Ouais, dans cette énergie de soutien et voilà, d'échanger nos découvertes sur ouais, ce chemin de vie d'entrepreneur. exactement. Les découvertes, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi Sandra. Merci infiniment, Mariana, pour tes partages et ton regard. Quel bonheur cet échange avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour retrouver Mariana, son podcast et ses actualités, vous avez tous les liens dans les notes de cet épisode. Pour soutenir le podcast, prenez quelques minutes pour noter et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup à faire découvrir tout ce travail à d'autres. Alors merci d'avance à celles et ceux qui prennent quelques minutes pour le faire. Vous le savez, le premier Café des équilibristes avec Céline Alix a eu lieu. Ça a été un grand succès, avec un niveau d'échange, de partage, d'encouragement tel que j'en avais rêvé. C'était génial. Je vous prépare un programme de café à partir de la rentrée. Si vous voulez être tenu au courant du calendrier, abonnez-vous à ma newsletter numéro d'équilibriste en vous rendant sur mon site www.leséquilibristes.com. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le dernier épisode avant un break estival. À très bientôt.